Alain Ferrand, Marseille en 2030, les améliorations possibles, une approche plus qualitative. Que nous avons une architecture, il suffit de regarder tout ce qu'on regarde au travers de ces vitres, qui est très minérale, qui est très blanche, qui est très pleine, où, comme je dis toujours, la Provence, c'est le soleil, c'est donc les ombres. Il faut qu'on arrive à s'emparer de cet aspect et que ce soit d'ailleurs des architectes qui soient aussi anglo-saxons, pourquoi pas finalement, on fasse une architecture appropriée à notre ville. Et ça, j'y veille, j'y tiens particulièrement. Et dans 30 ans, j'espère que, par exemple, j'ai travaillé sur ce sujet, j'ai fait des propositions à nos élus, j'ai été écouté, Christian fait partie des gens qui m'ont écouté, sur la reconquête, par exemple, des toitures terrasses. Moi, c'est une vision que j'ai de Marseille dans 20-30 ans. Pourquoi, dans cette ville, on n'arrive pas à habiter les toitures? Dans n'importe quel film de Fellini ou n'importe quelle, je dirais, ville méditerranéenne, on occupe les toits. Donc chez nous, c'est les antennes, les paraboles et les tuyaux qui occupent les toits. Donc pourquoi on n'arrive pas, par exemple, un truc simple, à faire la reconquête de milliers d'hectares sans aller chercher la hauteur, ni sans aller chercher à aller urbaniser le massif de l'Étoile. Donc ça veut dire qu'on a des reconquêtes simples à faire, qui peuvent d'ailleurs être en résonance avec le développement durable, sur le niveau d'abaissement par exemple de la température dans le centre-ville, sur le phénomène d'évaporation, en fait tout ce dont on peut parler de façon plus technique. J'espère que dans 20-30 ans, enfin, on n'aura plus cette barrière qui bloque notre ville sur son développement. J'espère que je préfère faire sauter cette barrière que celle des goudes, par exemple, personnellement. J'espère que les toitures seront, je dirais, feront l'objet d'un soin particulier, d'une vie particulière, et on peut retomber sur l'aspect social où finalement les gamins qui sont au pied d'immeubles ne seraient pas plus mal sur les toitures aussi, avec toute une reconquête sociale. Il y a tout un travail sur ça. Mais ça se fait pas seul. Moi, les idées, on les a. Il y a plein de gens de bonne volonté. Il y a des promoteurs qui sont prêts. C'est un pouvoir politique. Oui, je voudrais apporter un complément à ce que dit Alain. Alain, donc, il est architecte de formation, donc il répond effectivement sur la forme urbaine. Moi, je suis plus, on va dire, multidisciplinaire, architecte, ingénieur, économiste. Et je me dis effectivement que l'enjeu de Marseille, il est bien au-delà de ça. Pour moi, l'enjeu de Marseille, dans 30 ans, c'est effectivement qu'on ait consolider un développement économique. On n'a pas parlé d'économie encore aujourd'hui. On est sur une ville, effectivement, qui va beaucoup mieux qu'il y a quelques années en termes économiques, mais qui a encore beaucoup, on va dire, de marge de manœuvre, de potentiel important. Moi, je crois beaucoup en cette ville par rapport à son potentiel. Donc, tous les développements qualitatifs qu'on appelle tous de nos voeux, ils ne seront possibles que si on arrive collectivement à créer de la richesse, à créer de l'emploi, à améliorer la formation. Il y a deux grands enjeux à Marseille, plus que les enjeux strictement urbains. Il y a l'enjeu de l'économie et l'enjeu de la formation. Il faut qu'on ait une population qui soit encore mieux formée. Et pour le vivre ensemble, par rapport, je rebondis sur la question précédente, pour moi c'est une question d'éducation. La capacité d'accepter la différence de l'autre, c'est une question, il faut être un peu formé, il faut être éduqué pour comprendre ça. Donc les enjeux, effectivement, Alain il a raison, ils sont sur des enjeux, on va dire, formels, de territoire, de foncier, et ça fait partie de mon travail d'y contribuer, mais ils sont aussi sur des notions, on va dire, qualitatives, de la formation initiale, de l'intelligence collective, de la création économique. Par exemple, quand on compare Marseille à Lyon, on a 100 000 emplois de moins à Marseille qu'à Lyon. Donc on ne pourra plus, et dans les contextes de crise qu'on évoquait tout à l'heure, on sait que l'argent est un élément très très important. Donc si on veut développer la ville, développer ses services urbains, ses infrastructures, je rappelle qu'un kilomètre de métro, ça coûte 100 millions d'euros. Quand on fait un kilomètre de métro, ça coûte 100 millions d'euros. Quand on fait un kilomètre de tramway, ça coûte 40 millions d'euros. Quand on fait un kilomètre de métrobus ou de bus à haut niveau de service, c'est comme ça qu'on les appelle en France, ce qui a été fait à Curitiba, c'est 6 ou 7 millions d'euros. Donc il faut avoir des moyens pour développer la ville. Donc il y a l'écrin urbain qu'il faut améliorer, et il y a aussi l'intelligence collective par rapport à la formation des habitants, et aussi, on va dire, le tissu économique qu'on doit développer. Une ville, c'est tout ça. Si on arrive à faire tout ça, là on aura effectivement un Marseille des années 30 qui sera beaucoup plus développé, qui sera encore mieux qu'aujourd'hui. Cette approche plus qualitative du développement de la ville, cette nécessaire diversité des populations, vous l'avez vu dans d'autres villes portuaires?
Oui, dans notre ville portuaire ou autre, mais c'est une question évidemment qui revient à parler de la mixité, c'est-à-dire que la ville aujourd'hui, c'est la mixité tant dans l'habitat que dans les interactions entre équipements culturels, administratifs, etc. et le cœur des villes. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir se développer des quartiers monofonctionnels dont on voit qu'ils ne marchent pas et donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur qu'est-ce que c'est la mixité, comment la mettons en place, quelle stratégie urbaine on met. On le voit aujourd'hui, par exemple, quand on fait un programme de logement, les logements sont très dissociés les uns des autres et la question de la mixité au sein même des logements est difficile. On en parle au sein de quartiers, on en parle au sein des villes, mais après, qu'en est-il au sein du bâtiment et comment ça peut se mettre en place ? C'est la différence qui fait la valeur, c'est la façon qu'on a et c'est cette approche qu'on a des autres qui permet, c'est ça la vraie mixité, c'est de rencontrer des gens différents parce que les gens différents vous enrichissent, les gens qui vous ressemblent et qui sont les Américains qui ont créé ces grandes résidences dans lesquelles il y a des gens riches sans enfants et sans animaux, je ne pense pas qu'ils s'enrichissent beaucoup. Bon, nous on a la chance, c'est notre creuset, ça fait 26 siècles que ça existe. Bon, et cette mixité, elle est naturelle. Et pour tenter de dire à ceux qui n'en voudraient pas, de toute façon, elle est ordonnancée. L'ensemble des populations, qu'elles soient italiennes, qu'elles soient... Bon, tout le monde a été absorbé par ce creuset. Est-ce que c'est facile ? Pas toujours. Mais de toute façon, c'est écrit et personne ne pourra rien y changer. Donc aujourd'hui, il faut l'adapter. On s'aperçoit que, quand même, puisque Constructa, au travers de Propria, je construis au Val-Fouré. Nous sommes le premier promoteur depuis 35 ans qui a été construit au Val-Fouré. Je construis à Montfermeil, Clichy-Montfermeil, à Montataire. Je peux vous dire que quand on donne du respect aux gens, on ne résout pas tous les problèmes. Mais franchement, ils vous le rendent au centuple. Donc aujourd'hui, la ville, ça doit redevenir une société du respect. Et c'est peut-être une de nos petites particularités ici, c'est d'être un peu irrespectueux. On dit toujours qu'on brûle les feux rouges. Bon, il faut redonner du respect, comme il faut redonner du respect. Tout à l'heure, vous parlerez de sécurité. Ça commence à l'école. Donc la mixité, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qui se décide. Nous avons fait un programme à Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le maire m'a dit, ça doit vous embêter, 20% de logements sociaux. Mais les 20 riches qui habitent là-dedans, ils sont très heureux. Très heureux. Et tout le monde est très heureux d'être ensemble. Et tout le monde se retrouve à la piscine. Il y a des problèmes. Il ne faut pas les nier. Mais il ne faut surtout pas les aggraver. Et surtout pas les mettre comme ça en préambule. Vous avez, surtout la jeune femme, évoqué le vivre ensemble, la qualité aussi, l'idée de qualité dans la construction. Il y a ces questions sur la circulation qui sont évoquées, qui sont importantes. En même temps, quand on regarde la réalité de la construction actuellement à Marseille, qui est très visible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de terre, on s'interroge, en particulier sur le front de mer, où on voit l'espace maritime occupé par des constructions dites de luxe. Donc, là, j'ai des doutes sur la qualité de ces constructions dites de luxe. On voit les cheminements là, en allant vers Callelongue, qui sont des voies étroitissimes, avec une voie qui monte, une voie qui descend, où on construit de façon incroyable aussi du logement, où tout ce qui était usine a fermé, et on voit un empilement sur le front de mer de constructions dites de luxe, dans lesquelles la question de la circulation reste une énigme, parce qu'on ne voit pas en quoi il y a des possibilités de circulation qui sont déjà très engorgées avec ce type de multiplication de construction sur ce front de mer. Je partage votre point de vue complètement, madame. Je suis scandalisé, même. Voilà. Je suis scandalisé, et ça vient sur le propos que j'avais en introduction. Comment je vois Marseille dans 30 ans ? Eh bien, surtout pas comme ça. Voilà. Moi, je défends une architecture... comment dirais-je, méridionale, qui est moderne, qui ne tourne pas le dos à la tradition, certainement pas gréco-romaine. Et je suis scandalisé parce que je suis Marseillais, je le répète plusieurs fois parce que ça s'entend à ma voix, et je pleure quand je passe là. Moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, il y avait un mur, la mer passait par-dessus, il y avait un parapet...
Et je m'inscris en faux, mais alors totalement en faux contre ce genre de choses. Et c'est le travail qu'on a à faire, je pense, dans les années à venir, c'est qu'il existe une architecture de qualité. Il suffit de se balader un petit peu. Je ne parle même pas dans Marseille, parce que moi j'ai de grandes difficultés même à faire des bâtiments intéressants. Mais, bon. Mais il suffit de se promener ailleurs. Et je pense que aujourd'hui, il y a des promoteurs, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des établissements avec des gens qui voient un peu plus loin. Et j'espère qu'on aura enfin, à Marseille, en effet, une architecture qu'on peut retrouver, de moi, je ne sais pas, ailleurs, mais qui sera marseillaise par contre. C'est-à-dire marseillaise, ça ne veut pas dire que c'est pas vive l'OM, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que c'est une architecture qui va correspondre à ce qu'on a sous les yeux. Et je pense que Pouillon, qui était, sans tomber dans le pathos, qui était quelqu'un qui était sulfureux à l'époque et qui a donc construit la Tourette, construit tout le bord de mer, on peut ne pas être d'accord sur cette architecture. Et je peux le comprendre parce qu'il faut avoir un certain niveau de culture pour comprendre les mécanismes de l'époque, de la production du logement, c'était la reconstruction. Mais que ce soit au Havre, que ce soit ici ou que ce soit dans d'autres villes, il y a des exemples d'architecture qui sont fabuleux parce qu'ils répondent à un besoin moderne, c'est la loggia, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé finalement du logement, c'est le logement qui doit fonctionner avec un extérieur dans notre région. Et il y en a marre de ces réglementations, excusez-moi, à la con, elles sont faites par des anglo-saxons qui viennent de Bruxelles, sur la RT 2012, qui va nous tuer. Et au nom des lobbies qui sont bons, mais qui sont des lobbies industriels, sous l'aspect de Grenelle, et qui vont vous rendre, messieurs, dames, des logements avec des fenêtres de plus en plus petites, des logements surisolés. Ah, vous êtes contents, vous consommerez plus, ça c'est certain, mais par contre, vous ne pourrez plus y vivre. Donc ça veut dire que ça, il faut se battre contre ça, et il faut se mettre pied à pied sur... moi, je parle que d'architecture, je ne suis pas urbaniste. Il faut que, pied à pied, on arrive à avoir des logements qui correspondent à la façon dont on vit dans nos régions, sans le recours à la climatisation, et de partout, bien sûr. Alors, c'est vrai que dans le Nord, ou vers la Hollande ou ailleurs, on a des exemples de logements qui sont extraordinaires. Et moi, c'est vrai que, vous allez me dire, à chaque fois je pleure, mais quand je vois ces logements, quand je vais les visiter, il y a de grandes différences. Ce dont je viens de parler, mais il y a aussi le mode de financement et aussi le prix du terrain. C'est-à-dire que, je donne encore un exemple, je finis, Lyon-Confluence, par exemple. Lyon-Confluence, c'est une opération. Alors on adhère ou pas à l'architecture, le débat n'est pas de se dire si les bâtiments ont un intérêt architectural. Mais il est évident que quand un bâtiment coûte 2200 € et que dedans il n'y a que 300 € de foncier, je vais vous dire que moi, avec 2000 €, je fais 2 mètres carrés. Voilà. Et à Lyon, ils en font 1. Donc c'est ça la qualité. La qualité, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. Et ce que je ne veux pas, moi, c'est ce qui s'est construit sur la plage.